repris conscience de notre qualité de Germain. Dans la communauté germanique, nous nous sentons chez nous. Nous sommes prêts à prendre notre place. Van 1940 tot 1944 hield Nazi-Duitsland België bezet. Tienduizenden Belgen collaboreerden met de Duitsers. De meeste van die mannen en vrouwen leven nu niet meer. Maar hun engagement van toen heeft een weerslag gehad op hun nakomelingen. Vandaag weigeren bijna alle families van Waalse en Brusselse collaborateurs te getuigen. Het onderwerp is nog altijd taboe. Toch waren sommigen bereid de zware last van hun geschiedenis met ons te delen. Dankzij hun getuigenissen kunnen we nu ook het verhaal vertellen van de collaboratie in Franstalig en Duitsstalig België. Er zijn duizenden kinderen en kleinkinderen van collaborateurs. Voor de eerste keer willen enkele van hen hun verhaal vertellen. Samen blikken we terug op een duister verleden van de Tweede Wereldoorlog. Alain Kerkhoffs is de kleinzoon van de directeur van het Belgische textielbureau tijdens de oorlog. Om persoonlijke redenen houdt hij de naam van zijn grootvader liever geheim. Ça a été un poids au départ, avec un sentiment de culpabilité, parce que voilà, ça n'est jamais très agréable de découvrir qu'un de ses aïeux a collaboré avec une idéologie qui n'est absolument pas la mienne. Philippe Beck is de achterkleinzoon van Hubert Joseph Krings, een Duitsstalige uit de Oostkantons en lid van de Nazi-partij. Cet arrière-grand-père avait eu 2 enfants, ma grand-mère et mon grand-oncle. Ils sont forcés d'être membres de la jeunesse hitlérienne, tous les deux, et ils vont se balader en rue, chanter des chants nazis. Daniel Olivier is de zoon van Alfred Olivier, een volksvertegenwoordiger voor Rex en daarna gemeenteraadslid in Etterbeek. La mère nous faisait lever sur notre chaise et nous faisait crier Rex vaincra aux enfants qui attendaient le père. Philippe de Bruyn is de stiefzoon van Georges Robert, die bij de SS zou zijn geweest. Au fond de moi, je haïssais ce bonhomme. J'étais orphelin, j'avais 6 ans quand mon père est mort. Et j'avais besoin d'appeler quelqu'un papa, quoi. Alexandre is de zoon van René Meunier, secretaresse van de rechtsextremistische partij Rex. Hij houdt zijn eigen familienaam liever geheim. Ma mère n'a jamais glorifié ces années-là. Elle a toujours considéré que c'était la vie qu'elle avait menée par la force des choses et c'était le camp dans lequel elle se trouvait et qu'elle l'a vécu, elle était là et puis c'est tout. Yolande Keil is de dochter van Raymonde de Franne en Rodolphe Keil, die allebei voor de Duitsers spioneerden. Un jour, il y a eu une convocation de la police et c'est moi qui suis tombée dessus. Et je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Parce que c'était marqué de venir avec son carnet de libération conditionnelle. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait été en prison après la guerre, qu'elle avait travaillé pour les Allemands. José Antonio de la Rosa de Grel is de kleinzoon van Léon de Grel, de leider van de Rex-partij en het Waals Legioen, dat uiteindelijk bij de Waffen-SS ingelijfd werd.
Les circonstances de la vie ont fait qu'il a pris part pour les Allemands. Je peux vous assurer qu'il n'était pas vraiment un nazi. Il n'était pas... Les nazis ne sont pas catholiques. De nabestaanden van de collaborateurs reageerden heel verschillend. Woedend, verbijsterd, ontredderd, begripvol, ontkennend of zelfs vergoelijkend. We hebben uitzonderlijk de toestemming gekregen om de collaboratiedossiers van de ouders of grootouders van de getuigen in te kijken. De dossiers van de militaire justitie worden bewaard in het Rijksarchief in Brussel. Daar vullen ze 11 kilometer rekken. Comme vous le voyez, ce dossier est vraiment très impressionnant. C'est l'équivalent de 6 cartons d'archives. Ce qui m'intriguait, c'était le passé du personnage, passé qui m'était totalement inconnu. Je peux comprendre mon grand-père dans la mesure où il fallait qu'il gagne sa vie, il fallait qu'il nourrisse une famille. Pour moi, ça a été très dur d'affronter tout ça. Je connaissais le diplôme, mais... Je sais un peu plus sur mon grand-père et je le comprends un peu mieux. Op 10 mei 1940 valt Duitsland België, Nederland en Luxemburg binnen. Zur gleichen Stunde beginnt der Einmarsch in Belgien. Auch hier werden die ersten... De sterke Duitse lucht- en landmacht maken snel een einde aan elk Belgisch militair verzet. Le 10 mai 40, bombardement sur Bruxelles, me réveille. Les voisins en face de moi en pyjama, je les vois. Une bombe qui passe, hop, il attrape la bombe et il meurt. Donc ça, l'image du 10 mai 40. Le 10 mai 1940, les soldats allemands arrivent à Eupen. Cette partie-là de la famille va être au premier rang. Donc, ils font partie des gens qui vont les accueillir. Mon grand-oncle m'a encore raconté il y a 2 ans. Il était petit à ce moment-là, il devait avoir 9 ans. Il se souvient de cet événement comme une grande fête. Voilà, en tout cas pour ceux qui étaient là. Das ist Tournee. Gradschützen stoßen in das Innere der brennenden Stadt vor. Ma mère s'appelait Raymonde de Frane et elle a perdu son père pendant la guerre à un bombardement à Tournai. Et son père lui avait dit « baisse-toi », elle ne s'est pas baissée. Et donc, elle a eu que des blessures à sa cuisse. Et lui en est mort. Elle s'est retrouvée orpheline donc à 20 ans. Duizenden families vluchten naar Frankrijk of Groot-Brittannië. Er heerst totale chaos. De Belgen herinneren zich nog de wreedheden van de Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Les Allemands, pour lui, ça lui est resté comme l'idée qui s'en était faite, à juste titre, de leur comportement pendant la guerre de 14-18. Mon père part avec son frère, l'exode, tout seul. Dans une ferme des amis du côté de la Normandie, Jouge. Et puis il revient quelques jours après. De Duitse troepen bereiken Luik en Dinant. De moderne, bijzonder goed uitgeruste Duitsers rukken snel en zonder moeilijkheden op. Het Belgische leger trekt zich terug. Im Gebiet von Eupen-Malmedy, das fast ausschließlich von deutscher Bevölkerung bewohnt wird. Een week na de invasie wordt het voormalige Pruisische en grotendeels Duitstalige gebied van Eupen-Malmedy opnieuw bij het Duitse Rijk ingelijfd. Mon arrière-grand-père, né en 1900, à une période ultranationaliste, c'est pas étonnant de se dire qu'il voulait un retour à l'Allemagne. Il n'est pas surprenant non plus qu'il ait envoyé sa fille qui était en âge de rejoindre les freudige Mädchen. C'était ça un peu la jeunesse hitlérienne pour les jeunes filles à la fin des années 30 à Eupen. C'est pas étonnant qu'il a envoyé déjà rejoindre ce mouvement-là avant le 10 mai 1940.
ziehen, von dort aus die belgische Bevölkerung zur Fortsetzung des Krieges aufzufordern. Na 18 dagen ondertekent koning Leopold III de onvoorwaardelijke capitulatie van België. De Belgische regering gaat in ballingschap naar Frankrijk en organiseert daar de verdere strijd. Leopold III weigert zich bij hen aan te sluiten en geeft zich over aan de Duitsers. Die houden hem gevangen in het paleis van Laken. De regering heeft felle kritiek op die beslissing van de koning. De crisis zal nog jaren verdeeldheid zaaien bij de Belgische publieke opinie. Les Allemands veulent faire gentil avec la population par rapport à 14-18. Ils distribuent des oranges et mon père m'interdit. Tu n'acceptes pas d'orange de ces gens-là, hein? De invallers hebben duidelijk orders gekregen. Ze moeten hoffelijk blijven en voorkomen dat het tot algemeen verzet komt bij de burgerbevolking. Mon fils était en vacances avec sa grand-mère dans les Ardennes et il avait demandé « Mamie, où tu étais pendant la guerre? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? » etc. Et sa grand-mère lui a répondu très simplement « Oh, tu sais, ce sont des moments qu'il vaut mieux oublier. Le passé, c'est le passé. Il faut se construire avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Tu as encore une belle vie devant toi. Vis ta vie, occupe-toi du monde dans lequel tu vis aujourd'hui et ne te base pas sur le monde d'hier. » Ma mère a fait des études moyennes et quand elle a eu l'âge de commencer à travailler, parce qu'on n'allait pas jusqu'au bout des humanités très souvent à cette période-là, ma mère a travaillé comme dactylo et s'est retrouvée par après, dans les années suivantes, à travailler au journal du Pays Réel. Le Pays Réel is het propagandablad van de rechtsextremistische partij Rex. De oprichter, eigenaar en hoofdredacteur is Léon de Grelle, een journalist en politicus. C'était pas le typique grand-père qui aime les enfants et qui nous sort au parc. C'est-à-dire, ça, c'était pas comme ça. Il a imposé un peu, sa figure a imposé. Pour lui, c'était toujours plus important la politique, ses hommes, les idéaux. Ça passait par devant la famille. Halverwege de jaren 30 stapt Léon de Grelle uit de katholieke partij om zijn eigen partij op te richten. Het Front Populaire de Rex. Een autoritaire, katholieke en anticommunistische partij. De jonge Waal heeft veel lef en is een begenadigd redenaar. In 1936 behaalt hij een belangrijke verkiezingsoverwinning. À l'époque, il faisait déjà 5, 6, même 8 meetings par jour en avion. C'est-à-dire, il faisait les meetings de ville en ville avec l'avion. C'est-à-dire qu'il était très, très, très moderne. Je comprends qu'un Alfred Olivier qui arrive d'Aubange, qui se laisse effectivement fasciné par Léon de Grelle, et puis, je dirais, fascisé par Léon de Grelle. Il se dégageait de mon père une autorité. Et il n'avait pas besoin d'être autoritaire. Avec une formation idéologique à tendance dominante, traditionnaliste. Un catholicisme pur et dur. Mon grand-père était en faveur du mouvement rexiste et principalement dans les premières années et puis aussi envoûté par les belles paroles du beau Léon. Et donc forcément, ses filles ont suivi un petit peu le mouvement. Alexandre is gepassioneerd door geschiedenis, vooral die van zijn familie. Hij wist niet dat hij toegang had tot het dossier van René Munier, zijn moeder.
Hij ontdekt het dossier en krijgt hulp van historicus Alain Collignon. Ah, ça c'est un document écrit par mon grand-père. C'est la première fois que je vois son écriture. Donc pour moi c'est un moment d'émotion. Ma fille aînée, donc ma mère Renée, est sans travail. Par mes relations, j'arrive à la faire entrer comme employée au Parti rexiste. Ma fille Simone, elle entre également comme employée au mouvement. Elles font de ce fait partie des jeunes filles de Foi dans la vie, mouvement de jeunesse où on enseigne ce que toute jeune fille devrait savoir avant de fonder un foyer. Je puis vous certifier que j'étais heureux de voir que de cette façon, mes enfants échappaient à cette vague de dévergondage qui déferlait sur le pays. Vous aviez des gens là-dedans, de bons catholiques, qui avaient peur des communistes. Et vous aviez aussi, du style de mon ex-beau-père, il faut l'appeler comme ça, ou substitut paternel, qui était un peu l'engeance et qui se servait de ce truc-là pour assouvir leur haine à l'égard de la société, des juifs et je ne sais pas tout quoi. Groot-Brittannië staat er nu alleen voor. In oktober vestigt de Belgische regering zich in Londen. Leopold III zit opgesloten in zijn paleis en de regering laat het beheer van het land over aan de openbare besturen. Premier Pierre Lot leidt de regering en die komt niet met lege handen. Ze schenkt de geallieerden een cadeau van onschatbare waarde. Belgisch Congo. Een kolonie met waardevolle delfstoffen zoals zeldzame mineralen, kobalt, uranium, goud, koper en rubber. Onmisbare strategische hulpbronnen voor de oorlog tegen Duitsland. Onder de Duitse militaire bezetting nemen in België de mensen de draad van het dagelijkse leven weer op. Léon de Grelle ziet in het Derde Rijk een plaats voor België. Hij wil absoluut een machtspositie. Maar de nazi's zijn oppermachtig en negeren voorlopig zijn oproepen. Un jour en parlant avec lui, il m'a dit qui est plus, on va dire, traître? Celui qui abandonne ses fonctions dans le gouvernement et s'enfuit, il va à Londres et abandonne toute la population du pays, c'est-à-dire ou celui qui reste dans le pays, et bien il essaye de trouver des accords qui soient bénéfiques pour la population, basiquement. Il n'y avait pas de pouvoir, c'était vide. Et c'est comme ça que lui, il voyait hein, que c'était pas du tout facile, hein, parler avec les Allemands. Lui ne parlait pas l'allemand. De Belgen leven van rantsoenen. Ze lijden honger, want de bezetter eist een groot deel van de productie op. Voedsel wordt schaars en de zwarte markt viert hoogtij. Een illegale handel, maar wel heel lucratief. On allait en vacances aux Banches, où là pour nous c'était le paradis pendant la guerre, en ce sens que la boulangerie existait toujours, on mangeait du pain blanc. À Bruxelles, c'était pas du pain blanc, c'était du pain gris. Avec un de mes frères, on s'installait dans les poiriers, les pommiers, le verger avec des fruits succulents. Et 40-44, c'est la continuation pour nous, pour la famille Olivier, d'avant 40. Er zijn weer artiesten om het moreel van de bevolking op te krikken en de oorlog te laten vergeten. Er komen weer theater- en variétévoorstellingen. De culturele collaboratie komt tot bloei. Au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, on inaugure, en présence du général von Falkenhausen, commandant militaire. De grens tussen kunst en propaganda is soms heel dun. De tentoonstellingen die het nazisme verheerlijken of het zogenaamde complot van Joden en vrijmetselaars aan de kaak stellen, volgen elkaar op en zijn net zo populair als de bioscoop en het propagandanieuws. Dans le plus grand cinéma de peine,
le 25 décembre 1940, on a montré Jud Süß de Veit Harlan, donc un des films antisémites les plus connus et les plus durs de l'époque. Et il y avait 2650 visiteurs qui ont vu ce film. Duitsland financiert de Belgische filmindustrie. Maar hoe opportunistisch is die culturele samenwerking? Kunstenaars stellen zich ten dienste van nazi-organisaties om hun oeuvre tegen elke prijs te kunnen realiseren. Strips zijn een Belgische specialiteit. Hergé, de geestelijke vader van Kuifje, leunt aan bij de rexistische beweging. In 1932 illustreert hij een werk van Léon de Grelle. Hergé a été formé par l'abbé Wallet, directeur du Petit XXe. C'est là que Hergé a commencé à dessiner. Et l'abbé Wallet était ouvertement rexiste. Je pense que mon grand-père a influencé au début à Hergé. Je ne pense pas qu'il y ait eu une relation d'amitié, plutôt une relation professionnelle. Il y a des gens qui disent que Tintin était vraiment était un peu Léon de Grelle. Le premier Léon de Grelle, d'avant de la guerre. De hele oorlog blijft Hergé onder controle van de bezetter werken voor de krant Le Soir en publiceert hij daarin de avonturen van Kuifje. In het album De Geheimzinnige Ster zijn 2 personages geïnspireerd op de toenmalige antisemitische karikaturen van de inhalige Jood. Na de oorlog worden die 2 personages gecensureerd. Maar Hergé was lang niet de enige die collaboreerde. De lijst is lang. De bezetter vaardigt geleidelijk nieuwe richtlijnen uit voor de deportatie van de Joden, de opsporing van werkweigeraars en de uitschakeling van verzetsnetwerken. Daarvoor rekenen de nazi's op de goede wil van de burgemeesters en de openbare besturen, maar vooral op hun eigen inlichtingen- en spionagediensten. Pas toen ze 18 was, ontdekte Yolande Keil toevallig dat haar ouders hadden gespioneerd. C'était un sujet tabou et moi-même, j'en parlais jamais. Il a suffi que j'ai une copine qui est souvent dans les archives, qui aime bien la généalogie. Elle m'a dit, je peux t'aider pour trouver le dossier. Sinon, avant, j'en parlais jamais à personne. Il n'y a que mes enfants qui le savaient et encore, c'était pas grand-chose. Het is nog maar de 2e keer dat Yolande het Rijksarchief bezoekt. Dit keer staat historicus Alain Collignon haar bij. Hij maakt haar wegwijs in dit ingewikkelde gerechtelijke dossier. Voilà ici le dossier de ma mère, Raymond de Frane, qui est née à Valenciennes et domiciliée à Blankenberg. Ma mère a été amenée à travailler pour les Allemands parce que suite au bombardement à Tournai, elle a été dans l'hôpital à Bruges. Là, elle a connu un avocat qui s'appelait Samen. Manifestement, ce Samen était déjà un agent d'influence de l'Allemagne. Ah oui, d'accord. Et manifestement, c'est lui qui a recruté votre maman et l'a dirigée vers les services de l'Abwehr. Bien sûr, oui, c'est ça. Ben oui, elle était seule, elle avait 20 ans, donc elle était influençable, je pense. Hein. Et puis elle aimait, moi, elle m'a toujours dit qu'elle aimait ça. Il lui a proposé de présenter un Allemand qui s'appelait Müller. Quand elle a travaillé pour les Allemands, évidemment, elle était payée et elle dépensait tout, elle s'offrait des gâteaux. Quand même un jour, il y avait le snack bar de Bruxelles, avenue de la Toison d'Or, il y a une dame qui était là, qui disait « Eh bien, ma petite dame, on s'offre un bon petit gâteau » parce qu'elle avait... elle mangeait un petit gâteau, quoi. Évidemment, pendant la guerre, manger un gâteau, c'était certainement quelque chose de bien. Et elle a tout dépensé, elle a toujours été une femme dépensière. Raymonde de Frane wordt naar Francorchamps gestuurd om met haar charmes te infiltreren in verzetsnetwerken. Et là, mon père, qui était plutôt pour la résistance, il avait travaillé pour la résistance, il faisait passer des gens. Ma mère lui a dit... Il paraîtrait que je dois te surveiller parce que tu travailles pour la résistance. Et comme elle était amoureuse de lui, elle lui a dit, tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais t'engager à la fête de gendarmerie, ce qu'il a fait. Parce que mon père était
fort influençable. Hein. Somme toute, si j'ose dire, votre maman a retourné votre papa. Ben oui, elle a manipulé mon père, quoi, hein, qui était un brave gars, hein, ça, franchement. C'est ça. Tandis qu'elle était très autoritaire. Hein. Il fallait obéir au doigt et à l'œil avec elle. Hein. C'est ça. Et c'est comme ça qu'ils ont dénoncé plein de gens de Verviers, Liège, tout ça, quoi. De bezetter is ook belust op de immense Waalse industrie. En dat leidt tot economische collaboratie. De fabrieken moeten produceren ten behoeve van Duitsland. Mon grand-père maternel était un industriel actif dans le textile. Et j'ai découvert il y a de ça environ 1 an qu'il avait été nommé pendant la guerre à la direction de l'Office central du textile. J'ai vu passer des bons de commande d'uniformes Felgro que mon grand-père a donc remis à différentes filatures. Tijdens een eenvoudige zoektocht op het internet ontdekte Alain Kerkhoffs de collaboratie van zijn grootvader. Hij bestudeerde maandenlang zijn gerechtelijke dossier. Voilà peut-être un document qui serait susceptible de vous intéresser. Donc ce que je comprends par là, c'est que mon grand-père avait favorisé la concentration des usines et des fabriques de tissus en faisant fermer d'autorités certaines, dont préférentiellement celles tenues par des membres juifs. Au début, les gens ont cru que c'était pour rentabiliser les outils, pour pouvoir être plus performants. Mais la décision des fermetures de certaines usines n'était pas faite sur des critères de productivité. Elles ont été faites sur des critères, entre autres, raciaux. Et ces gens étaient contraints et forcés, par ordre qu'il a signé lui-même, de vendre leurs stocks. Ces stocks ont été vendus à vil prix. Et la personne qui a racheté les stocks n'était pas mon grand-père, il a été assez malin que pour ne pas les racheter lui-même, mais c'était un de ses amis de collège qui les a rachetés. Pour par la suite, je suppose, renégocier auprès de l'occupant les stocks et donc se faire une marge bénéficiaire entre deux. Et donc c'est ça que j'appelle l'argent sale. Le choix des filatures à fermer, c'est mon grand-père qui l'a porté. Oui. Et je pense pour des raisons idéologiques. Oui. Et donc là, effectivement, c'est quelque chose qui, à mon niveau, est tout à fait condamnable et condamné. Mais il ne s'est pas contenté d'activités d'ordre strictement économique. Et il a même participé à des activités de type culturel. Il y a des documents assez intéressants où on peut voir votre grand-père figurer au milieu du gratin de la collaboration économique, mais aussi en présence, si on est attentif, d'un officier, enfin de soldat allemand, en tout cas en uniforme. D'un soldat allemand de la haute administration du gouvernement militaire allemand. Et au regard des conditions que connaissait la Belgique sous l'occupation, évidemment, ce document est compromettant en 1944, au moment de la libération. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il figure dans ce dossier. D'accord. Ce que j'ai aussi retrouvé dans les archives, c'est parfois des dénonciations anonymes disant que mon grand-père s'offrait des repas plantureux en buvant du vin. À cette époque-là, les gens vivaient de tickets de rationnement et lui pouvait se permettre de boire des grands vins de Bordeaux en compagnie d'officiers allemands. Ça laisse un goût amer en bouche, oui, bien sûr. Op 22 juni 1941 start operatie Barbarossa,
de verrassingsaanval van Duitsland op de Sovjet-Unie. In Oost-Europa ontvouwt zich een enorm front, van de Oostzee tot de Zwarte Zee. Léon de Grelle ziet zijn kans schoon in deze totale oorlog met de Sovjet-Unie. Hij kiest nu voor de militaire collaboratie en neemt deel aan de oprichting van het Waalslegioen in de hoop nog meer macht te verwerven. Zonder enige militaire ervaring stort hij zich in de anti-bolsjevistische kruistocht. In augustus 1941 vertrekken in Brussel 850 Waalse vrijwilligers, waarvan 730 reksisten, richting Duitsland voor een spoedopleiding. Léon de Grelle is ook onder ihnen. In het uniform van de vijand kiezen Léon de Grelle en zijn recruten ondubbelzinnig voor de collaboratie. Eind november 1941 wordt het Waalslegioen naar het front gestuurd. De Waalse soldaten hebben nauwelijks militaire ervaring en de bevelhebbers zijn incompetent. Het wordt een bloedbad. Philippe de Bruyn wordt geboren in 1945. Hij heeft een gelukkige jeugd onder de vleugels van zijn liefhebbende vader. Een zachtaardige, stralende en rustgevende vader. Maar dat geluk duurt niet lang. 6 jaar later, in 1951, sterft zijn vader plotseling. Zijn moeder hertrouwt vrij snel met een onbekende, Georges Robert. Philippe de Bruyne verdenkt zijn stiefvader ervan dat hij lid was van het Waalslegioen. On a vu apparaître dans notre famille entre guillemets un nouveau papa que ma mère avait trouvé je ne sais où, soi-disant un prêtre qui lui avait conseillé. Dans quelles circonstances, je l'ignore complètement. Et ce personnage, je l'ai connu jusqu'à mes 17 ans à peu près. J'ai vécu sous l'emprise de ce bonhomme qui était violent, etc. Un jour, je l'ai vu prendre son assiette et la flanquer contre le mur parce que ça ne lui plaisait pas ce que ma mère avait préparé à manger. Vous voyez l'ambiance familiale, quoi. C'est une histoire qu'on n'avait évidemment pas du tout connue avec notre père, qui était lui plutôt un gentleman. Au fond de moi, je haïssais ce bonhomme parce qu'il avait pris la place de mon père. Je n'aurais jamais pu m'imaginer de tomber dans ses mains, si vous voulez, lui en tant que SS, et moi, en tant que juif ou de prisonnier russe, je n'ose pas imaginer. Philippe de Bruyn wist niet dat Georges Robert een gerechtelijk dossier had wegens collaboratie. Eindelijk ontdekt hij het verleden van zijn stiefvader. C'est un certain Georges Robert. Georges Robert, oui. Je vois que c'est bien lui, né à Petit-Rechin en 1910, oui, ça correspond. J'aperçois qu'il était peintre, ce que j'ignorais complètement. Je le reconnais très bien. Il n'a pas fort changé. Ça fait évidemment bizarre d'être reconfronté à ce visage qui commençait tout doucement à se perdre. Mais enfin, j'avais quand même encore plus ou moins sa tête devant moi. Mais ici, je le vois vraiment comme il était, quoi. Oui, oui, ça c'est... Oui, c'est un fantôme du passé. Un fantôme du passé, oui, qui a hanté ma vie très longtemps. Quand il parlait des Allemands, il en parlait avec ironie et avec respect à la fois. Mais il ne s'impliquait jamais dans l'histoire. Mais moi, ce qui me rendait le bonhomme très bizarre, c'est qu'il avait une telle connaissance de l'armée allemande et une telle connaissance du front de l'Est, etc., que quand j'avais 12-13 ans, j'ai commencé à me dire, mais comment ça se fait que ce bonhomme connaît tout ça? Ce qui était très déstabilisant, c'était justement que vous ne saviez jamais qui vous aviez devant vous. Il vous regardait avec cet air-là, et puis, ou bien il se mettait dans une rage folle, ou bien il vous donnait une tape dans le dos et qui me disait « Ça va, mes petits gamins ?» avec son accent wallon. Voilà. J'ai envie de dire qu'il a saboté mon
ma jeunesse et mon enfance, quoi. Et voilà, j'ai envie de me dégager de ça, quoi. À 14 ans, je suis placé dans une ferme comme vacher. Je dois aller faire les courses pour le ravitaillement. L'épicier me refuse du gruau nécessaire à l'alimentation pour mon frère. Je rentre, dérobe un revolver à mon père et sous la menace de cette arme obtient le gruau. Oui, donc il va cambrioler un commerçant qui lui avait refusé du gruau. Oui, avec un revolver. Avec un revolver, oui. Alors qu'il va rendre visite à un parent. Oui, ça situe déjà pas mal le personnage, apparemment. Je crois qu'il était profondément rexiste. Je crois qu'il vouait un certain culte à De Grelle, sans l'avouer, mais vous savez, de temps en temps, ça transpirait dans la conversation. Et on sentait bien qu'il n'aimait pas les juifs. Ça, écoutez, quand il traitait quelqu'un de sale juif, ici et là, c'était clair, quoi. Et puis aussi, le type de fréquentation, mais c'était, j'ai envie de dire, son bagage politique, on sentait très bien que c'était un type d'extrême droite, quoi. José Antonio de la Rosa de Grelle weet weinig over België. Het is nog maar de 4e keer dat hij terugkeert naar het land van zijn grootvader. Met de hulp van historicus Chantal Questeloot ontdekt hij de 6 dozen met het dossier van Léon de Grelle. Quand il est sur le front, il continue d'être en contact vraiment très proche avec sa famille. Et ici, c'est une lettre qu'il adresse à Annette, il l'appelle Annette, parce qu'il m'a dit qu'elle s'appelait Anne, et il lui fait part de ce qu'il vit sur le front. Et des mines, il y avait beaucoup de mines. Et alors il explique que ce sont des grosses boules en fer qui font explosion quand on les touche. Voilà, il explique ça à une fille, ma tante Annette, elle devait avoir 10 ans à peu près. Là. Alors, voilà, il lui explique ce que c'était. Et alors il continue devant nous, devant notre grand bateau, un petit bateau qui s'appelle dragueur de mine. Voilà, il explique que devant leur bateau, il y avait un dragueur de mine qui pêche les mines comme si c'était des petites baleines. Je ne le connais pas avec cette image qu'il y a de lui comme violent, entre guillemets, dans ses expressions orales. Mais si vous avez un temps d'intimité avec lui, vous auriez pu voir que c'était quelqu'un surtout très amusant. Quand je lis cette lettre, je reconnais mon grand-père. Ah tiens, ça c'est quelque chose que je découvre. Je dois vous signaler également qu'en 1941, j'ai fait la connaissance sur le tram d'un militaire allemand que j'avais déjà vu plusieurs fois auparavant, soit dans le même tram que moi, soit à des réunions artistiques. Cet Allemand du nom de Duvel Helmut, il avait le grade de caporal. Au début, nous étions de simples amis. Petit à petit, quoique mariés et non encore divorcés, nous nous sommes considérés comme fiancés. Je ne suis cependant pas devenu sa maîtresse. Ben ça, j'avais jamais entendu parler de cet homme-là. Mais je reconnais bien la façon de s'exprimer de ma mère. Elle se considérait comme fiancée, mais n'a pas été sa maîtresse. Vanaf 1942 is meer dan de helft van alle Waalse burgemeesters rexist of lid van de nieuwe orde. De collaborerende burgemeesters voeren een dictatoriaal bewind. Die politieke collaboratie leidt op haar beurt tot sabotageacties en politieke moorden door het gewapend verzet. Als tegenreactie zaaien rexistische bendes dan weer terreur. Ze vermoorden veel tegenstanders, onder wie François Boves, de provinciegouverneur van Namen. Het geweld blijft escaleren tot in 1944. Verzetslieden vermoorden verscheidene collaborerende burgemeesters, onder meer Oswald Anglebin, de rexistische burgemeester van Charleroi. In 1944 worden hij, zijn vrouw en zijn zoon doodgeschoten. Als vergelding vermoorden de rexisten 26 burgers in Courcelles.
Het verzet richt zijn haat onder andere op journalisten en collaborerende intellectuelen, zoals Paul Colin, die in 1943 wordt vermoord. De collaborateurs worden nu bang. De minder fanatieken onder hen beginnen hun voorzorgen te nemen. Je participe à une foire commerciale à Cologne en 1941. Il a acheté des revolvers, 2 revolvers. Il faut savoir se défendre. La destination de ces armes est ignorée. On estime généralement qu'il fallait jouir chez les Allemands d'une confiance particulière pour pouvoir, malgré la défense formelle à cet égard, se procurer des armes à feu. Ayant bu quelques verres de Bourgogne, c'est alors qu'il raconta que ses dossiers personnels étaient en sûreté et que lui était couvert. Il fit alors allusion à son excellent ami, moine à l'abbaye d'Orval. D'après la conversation, j'ai cru comprendre que c'était auprès de ce moine qu'il chercherait refuge pour lui et ses dossiers. Voilà, disons qu'il avait des antennes sensibles et qu'il a senti que ça risquait de mal tourner pour l'Allemagne. Op 10 maart 1942 komen 450 Duitsgezinde vrijwilligers bijeen op de Grote Markt in Brussel. Onder hen leden van de Waalse Gardes en 150 tieners van de Rexistische jongeren. Sommigen zijn niet ouder dan 15 of 16. Ze worden allemaal naar het front gestuurd. De Oostkantons zijn geen bezet Belgisch grondgebied, maar opnieuw Duits rijksgebied. De mannen zijn weer Duits staatsburger en worden bij de Wehrmacht ingelijfd, zowel de jongeren als de ouderen. Dans mon souvenir, il n'a pas été soldat pendant la Seconde Guerre mondiale parce que je pensais qu'il était trop âgé. Mais à l'âge de 42 ans, en tant que père de famille, il se fait recruter et il va se retrouver à un moment donné en Pologne. Et un de ses camarades, juste à côté de lui, va marcher sur une mine. Et suite aux blessures, on va lui amputer les 2 jambes. Donc ça, c'est une blessure de guerre que j'ai évidemment vue en tant qu'enfant. Donc moi, je me souviens très bien des cannes qui étaient à l'entrée de la maison. J'ai aussi vu les prothèses. Et on m'a toujours dit, voilà, il a marché sur une mine. Et il a perdu ses 2 jambes. Donc c'est un accident qui est survenu pendant la guerre. Et moi, j'ai toujours pensé que c'est arrivé en tant que personne civile. Mon arrière-grand-père reste quand même aussi d'une certaine façon une victime. Il ne faut pas oublier qu'à l'âge de 42 ans, il devient soldat allemand. Mais en tant que père de famille, il n'était certainement pas rempli de joie de quitter cette famille et de prendre des risques. Vanaf 1943 keren de krijgskansen. De Russen halen meer en meer de overhand over de Duitse troepen. Het Waals legioen verliest bijna 63% van zijn manschappen. Il nous parlait du front, souvent, comme quelque chose de terrible, d'une souffrance terrible, d'un épuisement. Je pense qu'il a dû avoir beaucoup de cauchemars avec ce front russe. Ils étaient affamés, c'était l'hiver, ils avaient encore l'uniforme de l'été, et voilà, toute cette débâcle, les villes détruites. Ondanks de zware verliezen en de militaire onervarenheid wordt het Waals legioen nu bij de Waffen-SS ingelijfd. En fin 1943, quand mon père reste allongé sur son lit, on se demande ce qui se passe. Le père est malade, il est encore descendu le 25 décembre pour assister à notre séance de divertissement enfantin.
Il s'est fait, comme on dit en langage populaire, du mauvais sang, parce que Léon de Grelle, en uniforme allemand, c'était pour lui invivable. Donc, mais il est resté rexiste. Comme d'autres sont restés rexistes, mais anti-nazis. Et il s'est fait du mauvais sang, il a fait une leucémie. Donc c'est le sang qui... le cancer du sang. Pendant l'agonie, Léon, j'ai tué mon enfant. Son enfant, c'était Rex. C'était pas nous. Psychologiquement, son enfant, c'était Rex. In 1944 verliest Duitsland op alle fronten terrein. Les aviateurs anglo-américains s'en sont pris de nouveau à la population civile belge. De Duitsers weten niet dat de geallieerden de grootste landing in de geschiedenis voorbereiden. Het fanatieke naziregime blijft geloven in de eindoverwinning. In januari 1944 neemt Léon de Grelle met zijn legioen deel aan de slag om Cherkassy in Oekraïne. Hij verliest een groot deel van zijn manschappen, maar wordt onderscheiden voor zijn enige wapenfeit. En son grand quartier général, le Führer reçoit le capitaine de Grelle. Il remet de haute distinction. Op 20 februari 1944 ontvangt de Grelle uit de handen van de Führer het Ridderkruis van het IJzeren Kruis. Dankzij die onderscheiding kan hij triomfantelijk naar België terugkeren. Zijn terugkomst wordt uitgebreid georchestreerd door de Duitse propaganda. Il rentre en Belgique, il va d'abord à Charleroi, et puis dans les rues de Bruxelles, et il va défiler notamment avec ses filles devant la bourse. Et donc c'est un des grands moments où, alors ils disent, 100 000 personnes l'acclament à Bruxelles. On est en avril 1944, c'est un moment assez étonnant. Est-ce que c'est quelque chose dont il a parlé? C'est un de ces grands moments de bain de foule, en quelque sorte. Moi, j'ai des photos qu'on voit qu'il y avait des foules immenses. De overlevenden van het Waalslegioen houden een overwinningsdefilé. De ensenering is perfect, met geleende tanks, bloemen, vlaggen en een opgezweepte menigte. C'est un moment personnel que je connais un peu, enfin un peu plus, parce que justement, la principale photo, que je ne sais pas pourquoi elle n'est pas ici... Avec ses filles sur le char. Voilà, c'est ma mère qui est là. Alors, c'est la plus petite. Mais cette photo, elle a été toujours chez moi. Alors, c'est vraiment un témoin que j'ai toujours vécu avec cette image. De heldhaftige verhalen van de leden van het Waalslegioen verhullen een heel andere werkelijkheid. Die van een vuile oorlog waarin honderdduizenden burgers op brute wijze werden vermoord. Op deze Duitse propagandabeelden dwingen leden van de Waffen-SS Joden om lichamen op te graven. Ze kijken naar de scène met een zakdoek op hun gezicht tegen de doordringende lijkengeur. Daarna jaagt de Waffen-SS met granaten op Joodse gezinnen. Het is een van de weerzinwekkende facetten van de oorlog van het Waalse legioen. De geallieerde landing in Normandië op 6 juni 1944 is verrassend krachtig en gewaagd. Het einde van de oorlog is nabij. De geallieerde troepen rukken op en op 25 augustus wordt Parijs bevrijd. De bevrijding van België staat voor de deur. Diezelfde dag ontvangt Adolf Hitler Léon de Grelle voor de laatste keer. Hij onderscheidt hem met het Ridderkruis met eikenloof. De Duitse aftocht verloopt wanordelijk. 15.000 collaborateurs zijn al gevlucht. Sommigen slagen erin neutrale landen te bereiken, zoals Spanje. Anderen zijn met de terugtrekkende Duitse troepen naar Berlijn gegaan. À la libération, forcément, de peur de se retrouver rasée avec un tatouage de croix gammée sur le crâne, elle a préféré s'en aller, quoi. Ma mère et sa sœur ont quitté ensemble et elles étaient avec une amie commune aussi où elles ont pérégriné. Je sais qu'elle s'est retrouvée à la fin de la guerre, fin 44, début 45, elle était à Berlin sous les bombardements.
Ça, je reconnais l'écriture de ma mère, ici. 17 septembre 1946. Écrit en prison, cellule 91. Je ne tenais pas à rester à Berlin, d'une part en raison des bombardements continuels, d'autre part parce que j'étais séparé de ma sœur, et enfin parce que je tenais à me fixer le plus près possible de mon fiancé Duvel, qui logeait à Holzhausen, à environ 50 km de Marbourg, évitant à tout prix de se retrouver dans les mains des Soviétiques, évitant de l'autre côté les Américains, et avec une seule voie, c'était de descendre vers la Bavière vers l'Autriche, et l'Autriche vers l'Italie. Op 2 september 1945 rijden Amerikaanse en Britse troepen België binnen. Brussel wordt op 3 september bevrijd. De jubelende bevolking verwelkomt de soldaten feestelijk, juichend en dolgelukkig. Stom verbaasd ontdekken de Belgen dat ook een brigade van 2000 Belgische soldaten deelneemt aan de bevrijding. De Belgische 1e Infanteriebrigade of Brigade Piron is in Wales opgeleid en is tot in de puntjes getraind. Op 3 september steekt ze bij Rongy de grens over en op 4 september komt ze aan in Brussel. Het zijn historische dagen die nog lang in het geheugen van de Belgen gegrift blijven.